Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio. Il est 18h, c'est l'heure du journal, voici les titres. Le torchon continue de brûler au sein du comité de développement sanitaire de TANAF. Les composants du bureau réfutent les accusations de détournement avancées par l'ancien assistant social. Au même moment, la tendance de la Covid-19 reste haussière avec une courbe de plus en plus ascendante des cas communautaires. En l'espace de 24 heures, le ministère de la Santé en a recensé 116 sur les 161 nouvelles contaminations. Commercialisation arachidière, la Sonacos de Ziguinchor, très en deçà du compte. Sur les 35 000 tonnes assignées, seules 300 tonnes ont été collectées jusqu'ici. Affaire des jouets alcoolisés, 4 prévenus relaxés, 2 autres poursuivis pour les délits de violation de la loi sur la distribution. Ils écopent de 6 mois de prison avec sursis. L'actualité internationale sera de mise et votre page éco va boucler cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Sud-Soir. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. Crise persistante au sein du comité de développement sanitaire de TANAF. Les membres du bureau écartent les accusations de détournement de fonds formulées par l'assistant social démissionnaire qui affirme détenir des preuves. Cette crise risque de perturber le fonctionnement de cette structure sanitaire. Correspondance Moussa Dramé. La polémique ne faiblit toujours pas au poste de santé de TANAF suite à la sortie musclée de Ansoumane Sané, l'assistant social démissionnaire qui accuse l'infirmier chef de poste et son équipe de dilapidation des fonds de l'institution. Après une première réaction, les mises en cause reviennent à la charge pour accabler celui qu'ils appellent le calomniateur. Almami Sissé, le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire CDS de TANAF. Face à la sortie de Ansoumane Sané, recruté dans le cadre social, sur proposition du l'ICP, M. Koulibaly, très tôt, il a eu bénéfice des largesses du Koulibaly, qui lui a donné les responsabilités dans les prises en charge du VIH, de la tuberculose et de l'échographie. La gestion de l'échographie a été confiée à Madame Diallo, sa femme. Suffisant pour ce Zalou, c'est de poser des actes ignobles. Quand il gérait les tickets de l'échographie, c'était la nébuleuse. Sini Marenan, le trésorier du comité de développement sanitaire de TANAF, ajoute que la restauration en équipe aux frais du poste de santé est une décision consensuelle. Il a dit que c'est une question sociale. Ceux qui viennent d'ailleurs, chaque matin, ils laissent leur village, ils viennent ici pour travailler ici. Jusqu'à le soir, certains passent la nuit quand ils vont monter de garde. Et de justifier les fluctuations sur le prix de cession des médicaments. Les médicaments ici, TANAF ne peut pas faire l'exception par rapport aux ruptures de médicaments qui existent, soit dans le département ou bien au niveau de la région. Nous, on dépend de Goudomp. Mais si Goudomp n'en a pas, on doit rester croiser les bras ici. Le poste même est obligé parfois d'aller payer au niveau des officines pour soulager seulement que la population. À son tour, l'assistant social de TANAF, Ansoumane Sané, dit maintenir ses propos toujours actuels et invite ses adversaires à porter plainte s'ils s'estiment diffamés et calomniés. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, épidémie de coronavirus, les cas de contamination augmentent de façon inquiétante. Plus de 1300 infections recensées cette dernière semaine, 35 décès pour 876 cas communautaires. Le virus circule toujours alors que les autorités poursuivent la sensibilisation et les alertes auprès d'une population qui foule aux pieds les mesures barrières. Babacar Sow. Exactement 1355 contaminations enregistrées dans la période du lundi 28 au mardi 5, les 876 cas sont tous issus de la transmission communautaire. 35 personnes sont mortes dans la même semaine, emportées par la pandémie. Les autorités poursuivent les actions de riposte, le chiffon rouge agité depuis, les appels au respect des mesures barrières se multiplient. Malgré cela, le virus circule toujours et fait des ravages dans le pays. Du même moment, les cas graves préoccupent. 35 patients dans des situations inquiétantes sont admis en réanimation, ne serait-ce que ce mardi 5 janvier. Alors que dans les rues, les marchés, transports en commun au niveau des espaces publics, l'insouciance et l'irresponsabilité de certains Sénégalais sont manifestes. Les gestes barrières sont foulés aux pieds. Les manifestations ou cérémonies occupent les concessions et quartiers. Un manque d'adhésion aux efforts de guerre qui brise la synergie qui aurait dû permettre de lutter efficacement contre la pandémie dans ce pays qui a besoin de sortir la tête de l'eau, relancer ses activités et faire face à une économie complètement à terre.
Car semble Covid-19 toujours au Sénégal, 4 nouveaux décès et 161 nouvelles contaminations, dont 116 cas communautaires, 11 à Kaolack, 11 à Dakar Plateau et plus de 1800 patients sous traitement. Le point avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1329 tests réalisés, 161 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,11%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 116 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 11 à Dakar Plateau et à Kaolack, 8 aux Almadies, 7 aux Maristes et à Matam, 6 à Podor, 5 à Richard Toll et à Touba, 4 à Louga, 3 à Fatick, HLM, Mbao et Mbour, 2 à Dara, Diamniadio, Liberté 6, Ouagouniaï, Ouakam, Ouest Foire et Yoff, 1 à Amitié 2, Castor, Dagana, Diakhao, Fass, Fass Delorme, Gibraltar, Hann Bel-Air, HLM Grand Yoff, Kanel, Keur Momar Sarr, Liberté 1, Liberté 3, Liberté 4, Médina, Mermoz, Nord Foire, Point E, Rufisque, Sacré-Cœur, Scat Urbam, Saint-Louis, Sédhiou, Thiadiaye, Zone A, Zone B, zone de captage. 75 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 4 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 19 964 cas ont été déclarés positifs, dont 17 690 guéris, 428 décédés et donc 1845 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud FM, l'info, c'est ici. Litige foncier à Keur Massar. La mise en cause apporte la réplique au président du conseil de quartier de la cité municipale. Madame Salah Niang affirme que les 6000 mètres carrés lui appartiennent. Elle accuse la coopérative d'avoir vendu les terrains initialement dédiés aux équipements collectifs. Vous avez eu à l'écouter dans notre édition en Wolof. Procès sur l'affaire des jouets alcoolisés vendus devant les écoles. Le verdict est tombé sur les 6 prévenus. 4 ont été relaxés et les 2 autres poursuivis pour les délits de violation de la loi sur la distribution et mise en danger d'autrui ont bénéficié de 6 mois de prison avec sursis. L'association SOS Consommateurs qui s'était constituée parle de verdict léger. Maître Massokhna Kane est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Le tribunal de flagrant délit a rendu son verdict ce matin. Sur les 6 prévenus, 4 ont été relaxés et 2 autres ont écopé de 6 mois avec sursis. Donc c'est une condamnation de principe qui nous paraît très légère par rapport, qui nous paraît pas, qui est légère par rapport à la gravité des faits et par rapport au réquisitoire de monsieur le procureur, qui avait demandé un enferme pour les 5 à l'exception d'une personne. Donc voilà le verdict. En ce qui concerne les parties civiles, il y avait la dame Fatou Gueye pour ses enfants et il y avait SOS Consommateurs qui s'était constitué partie civile et qui avait demandé le franc symbolique. SOS a été déclaré irrecevable
Et pour la dame, on lui a alloué 1 million de francs à payer par les 2 prévenus qui ont été retenus, dont la culpabilité a été reconnue. Notre participation est symbolique parce que ça nous permet d'entrer dans le procès, de savoir ce qui se passe, d'avoir les documents, de plaider éventuellement. Et notre but est atteint. Donc même si c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons toujours un franc symbolique. Et nous pensons qu'avec la nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée, et qui prévoit l'action collective qui pourrait être initiée par les associations de consommateurs, personne ne déclarera plus irrecevable l'action des associations de consommateurs. Direction Ziguinchor, conflit en Casamance, des acteurs de la société civile saluent la longue accalmie. Cependant, ils demeurent préoccupés par la situation de ni paix ni guerre qui peut basculer à tout moment. Ces acteurs plaident pour des négociations sérieuses afin de taire définitivement ce conflit qui a aujourd'hui 30 ans d'existence. Ben Michel Kanfoudi. Depuis quelques années, la Casamance vit une accalmie, mais celle-ci est souvent teintée d'actes de banditisme dont les auteurs sont souvent des bandes armées non identifiées. Le dernier en date est l'assassinat de 2 jeunes de la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Ces actes ne sauraient être un frein au processus de paix en Casamance, selon la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Ndeye Marie Thiam. Cependant, celle-ci reste persuadée que l'État et le MFDC doivent oser franchir un palier. Cela ne va pas empêcher le processus de continuer son cheminement, même si on a une accalmie de temps en temps. Il y a des événements malheureux comme celui-là que nous connaissons qui viennent perturber le processus de paix. Mais c'est ainsi que les choses sont faites. Le processus n'étant pas linéaire, il connaît des bas et des hauts et des bas. Et donc, malheureusement, des événements comme ça viennent le perturber. L'appel à lancer, c'est passer à la signature des accords de cessez-le-feu dans les meilleurs délais et le dépôt des actes. Selon Noah Cissé du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, cette situation de ni paix ni guerre n'arrange personne. L'ancien président du Casasport et ancien proviseur du lycée d'Ignabo estime que cette léthargie est très dangereuse, d'où l'urgence, selon lui, d'enclencher des discussions sérieuses. On a une gestion qui est lancinante et puisqu'elle est lancinante, elle devient harassante. Il faut que de manière décisive, des initiatives majeures soient entreprises, à la fois par l'État que par le MFDC. S'il est vrai que tous les 2 protagonistes sont disposés à aller à la paix par les négociations, il faut franchir des étapes en faisant bouger les lignes. Et on a le sentiment pratiquement que tout le monde se complaît dans cette situation de ni paix ni guerre, qui est une situation extrêmement délicate parce qu'il suffira d'une petite étincelle pour que l'incendie, bien sûr, survienne. Ces acteurs de la société civile très impliqués dans le processus de paix plaident pour des négociations sérieuses afin de mettre fin à ce conflit qui a éclaté il y a 38 ans en Casamance. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Nous y restons avec la commercialisation arachidière. La réception des graines reste encore timide à l'usine de Sonacos. Près de 300 tonnes ont été collectées depuis le début de cette campagne. Une collecte faible, très loin de 35 000 tonnes assignées à l'usine cette année. À Ziguinchor, la situation reste donc toujours inquiétante. Ignace Ndeye. C'est à pas de caméléon que se déroule cette campagne de commercialisation arachidière à l'usine Sonacos Ziguinchor. Même si à Kolda, un peu plus de 1600 tonnes de graines d'arachide ont été déjà collectées, la situation reste encore timide, très timide à Ziguinchor, où moins de 300 tonnes de graines seulement sont collectées depuis le début de cette campagne. Une faible collecte qui n'est pas pour dissiper les inquiétudes des travailleurs de l'usine Sonacos. Samba Badji, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'usine Sonacos, parle de faible cadence. Après le 31 décembre quand même, suite à l'annonce du chef d'État, la cadence des arrivées est beaucoup plus régulière à Kolda qu'à Ziguinchor. Ziguinchor aujourd'hui très timide en termes de réception, c'est pas ce qu'on attendait. Avec l'ouverture des exportations, vraiment l'inquiétude ne s'est pas encore entièrement dit. Ce que nous souhaitons, c'est que les usines soient bien approvisionnées afin que les emplois soient encouragés, les emplois soient sauvegardés. Mais à ce qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup plus Kolda qui est approvisionné. La situation est timide, absolument timide. Le stock qu'on espère recevoir aujourd'hui n'est pas encore acquis. Une collecte encore loin des prévisions de 35 000 tonnes de graines d'arachide assignées à l'usine Sonacos Ziguinchor cette année. Une usine qui éprouve d'énormes difficultés à collecter des graines cette année. Avec ces opérations de réception de graines très timides, l'inquiétude va crescendo chez les travailleurs de l'usine Sonacos Ziguinchor qui risquent de vivre cette année la pire des campagnes de commercialisation arachidière. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM.
Ignace Ndeye, campagne de commercialisation de l'arachide. 14 500 graines d'arachide ont été collectées et plus de 80 camions sont en attente, selon le secrétaire général du syndicat national des corps gras. Samuel Ndour juge insuffisante cette collecte et exhorte les opérateurs à faire de leur mieux pour l'acheminement des camions au niveau des différentes usines. Samuel Ndour est joint par Hafsa Elimanouane. Pas tellement encore, mais quand même, elle commence à recevoir quelques gouttes. Comme la situation commence à un peu se débloquer au niveau de la Sonacos. Donc, on est à peu près à 14 500 tonnes. Ce qui est très peu, mais quand même, bon, nous espérons que le jour à venir, la situation va s'améliorer correctement. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 80 camions en attente, ce qui fait que si la tendance la continue, quand même, d'ici quelques semaines, on peut espérer avoir quand même un bon approvisionnement. Donc maintenant, c'est aux opérateurs qui sont les intermédiaires entre les usines et les paysans, vraiment de jouer le jeu, à faire de leur mieux, à accélérer la cadence et les évacuations vers les usines. Étant donné maintenant que c'est ce qui leur reste, donc ils doivent faire le maximum pour amener les camions vers les usines et drainer les graines vers les points de collecte. Donc maintenant, c'est aux opérateurs vraiment de jouer le jeu. Politique dans cette édition levée de fonds à ce jour, le parti PASTEF a recueilli plus de 125 millions effectifs et 80 millions d'engagements. Une collecte qui va se poursuivre jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Frustrés par le communiqué du ministère de l'Intérieur, les Sénégalais de la diaspora sont plus que jamais motivés. Le coordonnateur de la commission communication du parti PASTEF, El Hadj Malick Ndiaye, est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Depuis le début de cette levée de fonds, nous avons pu récolter 125 899 000 effectifs et pratiquement 80 millions en termes d'engagement. Mais les choses continuent. Comme vous le savez, PASTEF a toujours fonctionné ainsi, par des cotisations, donc des dons et des legs de la part de ces militants et sympathisants qui sont au Sénégal, au niveau de la diaspora, les Sénégalais de la diaspora. Donc ça continue comme toujours et ce sera bien sûr jusqu'aux élections de 2024 et même après 2024 parce que c'est comme ça fonctionne notre parti. Comment les Sénégalais de la diaspora ont réagi après le communiqué du ministre de l'Intérieur? Non mais en fait non seulement ils sont boostés mais en fait ils sont amusés par cette sortie. À la fois ils sont amusés mais aussi ils ont été frustrés par cette sortie qui en quelque sorte les stigmatise parce que tout simplement c'est des Sénégalais qui vivent à l'étranger, qui font rentrer de l'argent. Vous entendez souvent le gouvernement dire que les Sénégalais de la diaspora contribuent à plus de 1000 milliards en termes de virements, d'envois, en tout cas dans le développement économique du pays. Et aujourd'hui, si ces mêmes Sénégalais qui ont le droit de vote décident d'appuyer leur parti politique, que le ministère de l'Intérieur puisse faire une sortie pour parler d'illégalité parce que c'est un financement venant de l'étranger, naturellement, ça les frustre et ça les booste et ça les pousse même à faire mieux et beaucoup plus que ce qui a été fait le 2 janvier. Cette levée de fonds a créé une polémique mais inutile car la loi n'a pas été violée. Selon le docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, cette polémique profite à Ousmane Sonko, victime d'acharnement. Vous écouterez un peu plus tard le docteur Maurice Soudieck-Dione qui sera l'invité de ce journal. Décès de Souleymane Niakhaté en Espagne, sa famille demande toujours le corps du disparu. Le seul blocage reste la demande de rapatriement du corps que seul l'État du Sénégal est habilité à faire. La famille Niakhaté s'incline encore auprès du gouvernement pour ramener la dépouille. Toutefois, elle salue la démarche des autorités qui ont pris en charge les frais de prise en charge. Yankoba Niakhaté, porte-parole de la famille, joint par Adama Ndione. Nous continuons toujours à demander vraiment tendre la main au chef de l'État. Financièrement, il a tout pris en charge, honnêtement. Donc maintenant, pour que le corps puisse être rapatrié, il suffit seulement qu'il fasse une demande au niveau des autorités espagnoles
pour une autorisation de rapatriement. Et Dieu sait que c'est seul le chef de l'État pour obtenir cette autorisation de rapatriement. Donc toute la famille est reconnaissante vraiment du soutien que le président a apporté et remercie beaucoup le président de la République ainsi que tous les membres du gouvernement et le peuple sénégalais. Donc nous, honnêtement, jusqu'à présent, nous n'avons pas baissé les... Nous comptons toujours sur l'apport du chef de l'État. Seul le chef de l'État peut trouver une solution par rapport à ça. Parce que maintenant, c'est un dossier entre État et État. Donc, la famille n'a pas de place là. Je suis un simple porte-parole de la famille. J'ai des aînés, les grandes sœurs, les tantes, la maman d'Ourus, nos oncles, tout le monde de la famille. Donc, tout ce que je dis comme ça, c'est sous le contrôle de la famille. C'est la famille qui m'a autorisé de parler ainsi. Donc, je ne le sais pas. Mais si on se retrouve dans une autre situation, là, c'est la famille aussi qui va se réunir et donner son point de vue par rapport à la nouvelle donne. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, l'armée française a annoncé ce mardi avoir frappé 2 jours plus tôt des dizaines de djihadistes dans le centre du Mali. Des habitants et une association locale parlent, eux, de civils touchés par un appareil non identifié lors d'un mariage. Hors d'Afrique, le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi que 5 autres pays du Golfe ont signé ce mardi un accord rétablissant entièrement les relations entre Doha et plusieurs de ses voisins lors d'un sommet destiné à apaiser les tensions dans la région. Sud FM, l'invité du jour. Comme je vous le disais tantôt, cette levée de fonds a créé une polémique mais inutile car la loi n'a pas été violée selon le docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette polémique profite à Ousmane Sonko, victime d'acharnement. Écoutons le docteur Maurice Soudieck-Dione qui répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Docteur Maurice Soudieck-Dione, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Nous allons parler de la levée du fonds du parti PASTEF. Docteur, dites-nous à qui profite cette polémique? Je crois que c'est une polémique inutile en réalité. Parce qu'en réalité, les dispositions de la loi n'ont pas été violées. La loi vise des contributions, des subsides, des subventions qui seraient versées par des puissances étrangères. Mais la loi ne saurait et ne vise pas du tout les nationaux qui ont la possibilité de militer dans un parti politique et donc de contribuer financièrement aux activités politiques de ce parti. Donc le débat est clair à ce niveau et c'est une polémique inutile et qu'en réalité les choses sont bien claires et que cela profite naturellement au parti de Sonko parce que c'est un parti qui est présenté comme étant un peu victime d'un certain acharnement parce que autrement on n'aurait pas compris que ce parti soit visé alors que les dispositions de la loi ne sont en rien violées. Docteur, comment peut-on interpréter ce communiqué du ministre de l'Intérieur? Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, on l'interprète comme on veut, mais de toute façon, la loi n'a pas été violée. Donc, si la loi n'a pas été violée, le communiqué n'a pas sa raison d'être puisque ce qui est visé, ce sont les subsides provenant de puissances étrangères, de puissances d'État ou de puissances économiques de grandes entreprises, par exemple, qui financeraient des partis politiques avec tous les risques de subversion que cela peut entraîner. Mais que des nationaux sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise, citoyens sénégalais qui cotisent pour financer les activités de leur parti, cela ne peut être regardé en aucune façon comme étant une violation de la loi. D'autant plus que les Sénégalais établis à l'extérieur n'en sont pas moins des Sénégalais qui votent à toutes les élections nationales et qui, au surplus, élisent des députés de la diaspora. Et donc, on ne peut pas avoir toute cette architecture constitutionnelle et législative qui va dans le sens de renforcer cette qualité de citoyen
à part entière et non de citoyens entièrement à part des Sénégalais, des nationaux, des citoyens sénégalais établis à l'extérieur et de leur dire que non, mais vous ne pouvez pas cotiser pour le financement des activités du parti politique auquel vous avez adhéré. Au-delà même de cette polémique, il y a le débat sur le financement des partis politiques. Cela vous inspire quoi? Oui, c'est un problème de fond qu'il faut régler. On pense à la manne financière ahurissante qui est déversée chaque fois par le parti au pouvoir lorsqu'il y a des élections, lors des campagnes, et dont on ne sait pas la provenance. Donc c'est déjà un problème qu'il faut régler. En plus, il faut également penser à sortir de ce fonctionnement clientéliste du système politique qui nécessite un financement public des partis politique et donc qui va nous permettre de mettre plus de transparence dans le jeu politique. Et pour ce faire, il faut une loi sur le financement des partis politiques et malheureusement, depuis que le régime en place, le régime du président Sall est en place, le statut de l'opposition et le financement des partis politiques sont encore des chantiers en jachère. Et je crois que cela n'arrange pas forcément le pouvoir parce que quelque part, il profite de cette nébulosité dans le statut juridique, de ce flou artistique, parce que c'est le régime qui détient les cordons de la bourse. Quel doit être le rôle de l'opposition dans ce débat? L'opposition, naturellement, peut porter ce combat, mais l'opposition, comme son nom l'indique, s'oppose. Mais il appartient à la majorité de décider. L'opposition ne peut pas décider, donc on ne peut pas demander à l'opposition de décider à la place de la majorité. Mais en tout cas... Mais il peut poser le problème. Elle peut poser le problème du moins. L'opposition pose le problème depuis, n'a pas cessé de poser le problème. Mais c'est la majorité qui doit décider, notamment parce que il y a un consensus des acteurs politiques par rapport aux assises nationales, par rapport à la Commission nationale de réforme des institutions, sur le statut des partis politiques. Donc tout cela montre qu'il y a ce consensus qui existe, mais pour qu'il soit matérialisé en décision, en loi, en acte juridique exécutoire, il faut naturellement une volonté ferme tendue à cet effet qui émane du régime en place, ce qui n'est pas le cas. Docteur Maurice Soudieck-Dione, je vous remercie. Merci beaucoup, Elhadj. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. C'était à l'instant le docteur Maurice Soudieck-Dione qui répondait aux questions de Elhadj Malick Ndiaye sur la polémique née de la levée de fonds du parti PASTEF. Place à présent à votre page éco avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Le secrétaire général de l'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal, après avoir tiré le bilan 2020 du secteur durement éprouvé par le Covid-19, revient sur leurs principales recommandations. Moustapha Dieng. L'année 2020 a été une année particulièrement difficile pour le secteur de la pêche, avec la raréfaction du poisson, ce qui a amené une organisation aussi importante que l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal a programmé une marche sur la place de la Nation, une marche malheureusement refusée par le préfet, qui a été remplacée immédiatement par une grève de 3 jours, pendant lesquels aucune pirogue de Saint-Louis jusqu'à Kafountine n'est allée en mer. C'est donc dire que nous nous acheminons dans une année 2021 où l'État a la responsabilité de satisfaire des questions aussi importantes, la gestion de la ressource. Et aujourd'hui, les pêcheurs considèrent que la gestion de la ressource doit passer inéluctablement par la dénonciation des accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne, mais aussi par la publication et l'audit de tout le pavillon Sénégal, mais également par l'évaluation de la politique de subvention des moteurs de pêche, des moteurs hors bord, ainsi que l'aménagement de complexes frigorifiques. La pêche est un secteur très important
temps et l'État a l'obligation de rassurer les professionnels de la pêche. Ce secteur aujourd'hui est également menacé par l'exploitation offshore du pétrole. L'État a l'obligation de rassurer les pêcheurs en rationalisant l'exploitation du pétrole et du gaz. Moustapha Dieng se prononce également sur le projet de construction de pirogues en fibre de verre et ses conséquences. Nous considérons qu'il se pose le problème de la reconversion des charpentiers. La fabrication des pirogues est un domaine dans lequel le Sénégal a toujours été autosuffisant. On ne peut pas donc aujourd'hui, en 2021, compter sur la France, sur CFAO Sénégal, pour nous faire des pirogues et mettre tous nos charpentiers au chômage. Si on doit faire des pirogues en fibre de verre, c'est aux charpentiers d'être formés dans ce domaine pour continuer le travail qu'ils ont toujours fait. Et remplacer les pirogues en bois par les pirogues en fibre de verre ne veut pas dire en une seule année jeter 20 000 pirogues à la mer. L'État doit assurer la fourniture des pêcheurs et des charpentiers en bois pour réfectionner les pirogues qui sont encore opérationnelles jusqu'à la mise en application correcte de la politique de subvention des moteurs. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Le torchon continue de brûler au sein du comité de développement sanitaire de TANAF. Les composants du bureau refutent les accusations de détournement accusées par l'ancien assistant social. Au même moment, la tendance de la Covid-19 reste haussière avec une courbe de plus en plus ascendante des cas communautaires en l'espace de 24 heures. Le ministère de la Santé en a recensé 116 sur les 161 nouvelles contaminations. Commercialisation arachidière, la Sonacos de Ziguinchor très en deçà du compte. Sur 35 000 tonnes assignées, seules 300 tonnes ont été collectées jusqu'ici. Affaire des jouets alcoolisés, 4 prévenus relaxés, 2 d'entre eux poursuivis pour des délits de violation de la loi sur la distribution. Ils écopent de 6 mois de prison avec sursis. L'actualité internationale était de mise et c'est votre page Éco qui a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir écoutés. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.